Chers téléspectateurs d'Info 83, la justice 2.0, c'est de ce sujet dont on va parler avec les nouveaux modes de poursuite pénale et leurs alternatives. Et on a la chance pour en parler d'avoir deux protagonistes, j'oserais dire deux expertes, mais bon, peut-être vous allez le voir par vous-même. On a la chance d'avoir maître Émilie Linol Manzo, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci Mehdi. Merci à vous, vous êtes donc avocat pénaliste au barreau de Toulon. Exactement. Membre de la commission pénale. C'est ça. Et également membre du Conseil de l'Ordre, toujours au barreau de Toulon. Exactement. Écoutez, merci infiniment d'être sur notre plateau et vous êtes venu pas seul, puisque nous avons la chance d'avoir maître Malaga, Caroline Malaga, bienvenue également. Merci Mehdi, merci de nous recevoir. Écoutez, merci à vous d'être sur notre plateau et également avocat pénaliste, membre de la commission pénale également. Tout à fait. Et également membre du Conseil de l'Ordre au barreau de Toulon. Donc c'est purement local. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris. Alors, on va parler justement, on disait la justice 2.0, un terme qui peut surprendre nos téléspectateurs. Alors, j'aimerais poser d'emblée une première question. Je vais me tourner vers vous, Maître Malaga. Alors, on va se mettre tout de suite en situation. Oui. J'ai déposé plainte et je reçois une convocation, non pas devant le tribunal correctionnel, correctionnel c'est tout ce qui touche au délit, mais devant le délégué du procureur. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, déjà, vous avez déposé plainte, donc vous êtes une victime. Alors, il faut savoir que nous, on reçoit très souvent des victimes qui se retrouvent quelque peu déroutées par ce mode de poursuite qui n'est pas un mode de poursuite habituel. Absolument. Vous avez effectivement le mode de poursuite classique, et on entend très souvent les gens nous expliquer « je suis convoqué devant le grand tribunal ». Mode de poursuite classique, rendez-vous est donné devant le tribunal correctionnel et l'on peut se constituer partie civile en tant que victime avec le soutien inéluctable d'un conseil, d'un avocat. Là, c'est tout autre chose. Vous êtes, et c'est ce que je dis souvent dans notre cabinet, parce que les gens sont un petit peu surpris, vous recevez simplement une simple convocation devant un délégué du procureur. Alors qu'en est-il ? En fait, c'est un mode de poursuite qui est une alternative aux poursuites classiques, qui va permettre à la fois de désencombrer les tribunaux, parce qu'on le sait, le taux d'encombrement est certain, est significatif, et très souvent, les victimes, sur le schéma que j'évoquais précédemment, qui est un schéma classique, elles doivent attendre plusieurs longs mois avant de pouvoir... Les délais ne sont plus raisonnables. Exactement, c'est déraisonnable, et puis sans compter la souffrance que portent en elles les victimes, qui est quand même relativement difficilement gérable, et donc on se retrouve à devoir en plus être dans l'attente d'être convoqué, de pouvoir s'exprimer. Là, on a la possibilité d'être convoqué beaucoup plus tôt. Cette convocation, elle intervient aussi parce que le procureur de la République a l'ambition de pouvoir obtenir une réparation plus rapide pour la victime. Et il y a aussi, ça c'est toujours ce rapport qui existe, victime-auteur également, l'ambition de pouvoir réinsérer plus rapidement l'auteur des faits. Concrètement, ça se passe comment ? On est convoqué dans des bureaux, très souvent lorsque l'on est reçu par le délégué du procureur, celui-ci a reçu en amont l'auteur des faits pour pouvoir justement discuter avec lui de la matérialité des faits et sur la base de la plainte de la victime, évoquer les perspectives de résolution. Je vais prendre un exemple très précis parce que c'est un exemple courant que nous avons dans nos cabinets, le délit de non-représentation d'enfants. Vous êtes victime et vous vous retrouvez avec un jugement qui n'est pas appliqué par l'autre parent. Vous déposez plainte et vous êtes à ce moment-là convoqué devant le délégué du procureur. Le délégué du procureur va en amont recevoir l'autre parent et lui proposer un contrat d'engagement à respecter le jugement. Donc, si l'auteur accepte de le signer, ça permet effectivement, et si la victime accepte aussi à son tour après de le signer, bien sûr, d'entériner à l'amiable un conflit et de permettre un apaisement de la situation dans un temps plus restreint, avec le sentiment important pour la victime, bien que sa problématique a été résolue et qu'elle se sente apaisée par rapport à ça. Il faut quand même noter, parce que c'est important, parce que c'est des décisions parfois qui ne peuvent pas paraître satisfactoires pour les victimes, que si l'auteur des faits s'entête, et c'est souvent le cas, en refusant tout simplement de signer ce... Comme sur ses positions. Bien sûr, ce constat d'accord, en disant « moi, je ne souhaite pas signer ce constat d'accord », eh bien, le procureur, puisque le dossier va être renvoyé au procureur de la République, va avoir la possibilité, fort heureusement, de renvoyer l'affaire devant un tribunal correctionnel, avec des risques
plus important pour l'auteur des faits et la possibilité toujours pour la victime qui ne sera pas lésée de se constituer partie civile. Disons que ça peut être aggravant pour l'auteur. Complètement. C'est pour ça qu'il y a aussi un intérêt à être assisté lorsque l'on est auteur des faits, parce qu'il y a aussi un travail d'adhésion au sens du contrat qui est proposé pour pouvoir trouver une solution qui est pleinement satisfactoire pour tout le monde. Donc voilà, c'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs de les rassurer si vous êtes dans ce cas précis. Si vous recevez cette convocation, ça veut bien dire que votre plainte est traité. Tout à fait. On passe effectivement devant un autre acteur qui est le délégué du procureur. Et n'hésitez pas à être accompagné, parce que ce sont des rouages que les victimes ne maîtrisent pas, d'autant plus quand elles sont dans des positions qui sont vulnérables par définition. Et pour ça, il y a des avocats. Exactement, des avocats là, présents. Exactement. Alors je vais me tourner vers votre consoeur, on le rappelle, maître Linol Manzo. Alors, la question, j'allais vous poser, c'est je suis convoqué en comparution. Oui. Donc c'est bien, voilà, je voulais, on s'est répartis, je sais bien, on s'est répartis. Donc je suis convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. On sera peut-être l'occasion d'y revenir, il y a des termes un petit peu savants pour les spectateurs. Est-ce une audience similaire au tribunal correctionnel, donc toujours en matière de délit? Alors, pas exactement. C'est une procédure effectivement particulière de poursuite qui intervient lorsqu'une personne est mise en cause et qu'elle est auditionnée, soit dans une audition libre auprès des services de police, soit même placée en garde à vue. À partir du moment où elle reconnaît les faits dans le cadre de son audition, les services de police et gendarmerie en font un compte-rendu au procureur qui peut, au vu de la situation et toujours dans une perspective de désengorger les tribunaux, faire le choix de proposer cette procédure qui est en réalité ce qu'on appelle le plaidé coupable. C'est-à-dire que c'est une procédure qui repose par définition, comme je viens de l'indiquer, sur les aveux de la personne. On souhaite effectivement apporter une réponse plus clémente et plus adaptée à la personne qui assume les faits qui lui sont reprochés. Et donc, à l'issue de cette garde à vue ou audition, le procureur propose une convocation donc, par cette procédure-là sur reconnaissance préalable de culpabilité qui fait que la personne donc, ne comparaît pas devant le tribunal correctionnel, mais elle comparaît justement devant le procureur lui-même qui va lui proposer une peine. Donc, c'est là toute la différence avec le tribunal correctionnel où en fait, effectivement, l'avocat plaide, mais la personne subit, entre guillemets, la peine qu'on lui inflige, bien qu'elle puisse évidemment en faire appel. Mais là, on lui propose une peine. Le procureur, la condition, bien évidemment, comme je l'indiquais, c'est que la personne avoue, qu'elle reconnaisse parfaitement les faits, que ce soit un délit. Ça a été étendu à tous les délits, et d'ailleurs, ça se pratique de plus en plus, à l'exception des délits de presse, à l'exception de l'homicide involontaire, bien sûr, qui par nature est grave puisque ça entraîne un décès. Et donc, dans ces cas-là, le procureur propose une peine qui doit nécessairement être inférieure à la moitié de la peine encourue, que la peine pourrait être prononcée en correctionnel. La personne a donc la faculté soit d'accepter cette peine, soit elle a un délai de réflexion, à minima de 10 jours, soit elle peut refuser cette peine si elle estime qu'effectivement elle est trop sévère ou si son avocat, et d'ailleurs dans ces procédures l'avocat est obligatoire, s'il y a une nullité de procédure qu'on ne peut pas évoquer malheureusement devant le procureur, mais qu'on devra faire valoir en correctionnel. Faire valoir en correctionnel parce qu'effectivement, si on refuse la peine, on repart dans le schéma classique, entre guillemets, de l'audience correctionnelle. En revanche, à l'inverse, comme je l'indiquais, si on accepte cette peine, la procédure bascule sur une deuxième phase, c'est-à-dire qu'on passe devant le président du tribunal qui doit homologuer cette peine. Donc en vérifiant justement si elle est ni trop sévère ni trop clémente, si elle est adaptée à la personnalité, aux faits. Alors ça se pratique souvent pour des faits donc, de vol, des délits routiers, conduite sans assurance, conduite en état d'ivresse ou autre, parfois pour les violences conjugales ou violences quand elles sont évidemment reconnues, bien que pour les violences conjugales, il y a une certaine sévérité à l'heure actuelle et qui fait que voilà, on prend des dispositions parfois plus... On peut parler de délits au sens large. C'est délits au sens large, exactement. Et si le président donc, homologue cette peine, bien évidemment, elle est effective. Ça peut être une peine d'emprisonnement avec sursis, sursis probatoire avec des obligations et des interdictions, ou même d'emprisonnement, mais bien évidemment sans mandat de dépôt. Hein, c'est le principe d'une peine plus clémente, c'est-à-dire que la personne n'est pas incarcérée. Elle se voit, par exemple, remettre une convocation devant le juge d'application des peines qui va aménager la peine qui lui a été proposée et que la personne a donc acceptée. Donc voilà, et à ce moment-là, lors de l'homologation, je rebondis sur ce que disait ma consoeur et amie, la victime a sa place également, puisque dans la phase d'homologation, devant le président, elle peut se constituer partie civile
et solliciter donc son indemnisation à ce moment-là, qui doit être également donc reconnue par le président. C'est vrai que c'est important de le souligner. Voilà, il y a aussi ce volet-là pour la victime, et on est bien sur Exactement, un qui autre demeure mode présente. de poursuite pénale, effectivement, Plus autour de... rapide, plus effective et qui effectivement tient compte du fait que la personne reconnaît les faits et donc nécessairement sa peine aura bien plus d'effet à partir du moment où il y a des aveux, une pleine conscience de sa responsabilité pénale. Un délai plus raisonnable. Alors je vais Exactement. me tourner vers Maître Malaga. Alors mon enfant est convoqué devant les services de police pour une audition libre. Quels en sont les enjeux? Alors là, c'est l'affolement général. Je suis maman, donc je reçois généralement donc, des parents là qui ne comprennent ni le tenant ni les aboutissants. Une convocation à audition libre, c'est normal, on imagine bien, c'est le cœur qui bat à 100 à l'heure pour les parents et pour les mineurs. L'audition libre, en fait, c'est un moyen qui permet aux services de police ou de gendarmerie d'auditionner l'enfant, le mineur, dans un cadre qui est moins contraignant que le cadre classique de la garde à vue. L'idée est toujours de pouvoir accélérer le délai de procédure, les temps d'enquête, et de permettre aussi, peut-être, d'auditionner les mineurs dans des conditions plus favorables. Pour autant, ça reste un moment qui est important et un moment qui peut suggérer beaucoup de stress et d'attente de part et d'autre. A fortiori pour un mineur. Et il est important, a fortiori pour un mineur, de connaître précisément les droits. Cette convocation, généralement, on la reçoit directement à son domicile. Dans le cadre de cette convocation qui devrait, je dis bien devrait être systématiquement écrite, on a connaissance, les représentants légaux ont connaissance de la nature de l'infraction qui est reprochée à leur enfant. Ça permet effectivement d'entamer des discussions avec ce dernier et de pouvoir ensuite répercuter ces discussions d'un commun accord avec le conseil que l'on va rencontrer. Lorsque on reçoit cette convocation, moi je ne peux que inviter les parents, que la convocation soit écrite, que ce soit à l'issue d'un contact téléphonique, à se rapprocher d'un avocat pour pouvoir effectivement, dans un délai qui est souvent assez restreint, puisque très généralement, on va avoir une convocation dans la semaine qui arrive, pouvoir se préparer et réunir aussi des pièces, qui sont des pièces de personnalité, en vue de cette audition et pouvoir discuter en amont avec le mineur. Le mineur a droit d'être assisté d'un avocat, et c'est même obligatoire, c'est essentiel qu'il le soit. Il a le droit d'être assisté de ses parents, et il faut savoir que selon les situations, les parents ne peuvent malheureusement soit être présents parce qu'ils sont inexistants dans la vie de l'enfant, soit être suffisamment diligents et compétents pour être aux côtés de l'enfant. Bien sûr. Et il peut y avoir là la désignation de ce qu'on appelle un adulte approprié, qui va être désigné, qui est un petit peu le référent de cœur de l'enfant, qui va être désigné soit directement par le mineur, soit par le magistrat si le mineur ne le fait pas. Donc c'est vraiment cet accompagnement qui est important. C'est une audition qui est somme toute classique. Il va falloir aussi préparer le mineur au fait qu'il ait le droit de bénéficier par l'intermédiaire de ses parents du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Et dans le cas de cette convocation, généralement, on adresse aux parents les différentes démarches qui doivent être réalisées pour pouvoir avoir aussi un avocat commis d'office. C'est important. Deux situations, soit les parents ont leur avocat de famille, leur avocat habituel en qui ils ont confiance et ils se tournent directement vers lui, soit on est en présence d'un avocat commis d'office qui va aussi pouvoir, dans un cadre précis, assister le mineur. Et nous avons, nous d'ailleurs, au barreau de Toulon, dédié des permanences pour les auditions libres, pour pouvoir fluidifier aussi ce type de procédure et permettre, quoi qu'il arrive, que le mineur soit assisté. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler sur notre plateau, toujours en partenariat avec le barreau de Toulon. Exactement. Absolument. Merci pour ces éclaircissements. On revient encore une fois et on va terminer sur cette dernière question. Encore une fois, c'est du témoignage. C'est des questions que peuvent se poser nos spectateurs. Donc, si je suis mis en examen, je suis mis en examen dans le cadre d'une instruction, existe-t-il une alternative à la convocation devant le tribunal correctionnel ? C'est un peu le leitmotiv, on parle bien de délit. Alors, effectivement, il y a une alternative, soit à l'issue d'une instruction, c'est-à-dire une enquête qui a été menée par un juge d'instruction pour des délits qui nécessitaient des actes approfondis et pas une simple enquête par les services de police. À l'issue de cette instruction, pour ces délits, alors soit effectivement le juge estime qu'il n'a pas matière à poursuivre et rend une ordonnance de non-lieu,
effectivement, soit le juge peut estimer que les poursuites sont nécessaires. Habituellement, il y avait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Et une fois de plus, toujours dans cette perspective de désengorger les tribunaux et de favoriser les personnes qui assument pleinement les faits commis, on propose désormais la fameuse comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, était applicable après une garde à vue et un déferment et désormais est proposée, c'est une nouveauté, à l'issue d'une instruction. Alors, bien évidemment, comme on l'indiquait, uniquement dans le cadre délictuel, pas dans les instructions criminelles par nature, même si on reconnaît un meurtre, on ne peut pas bénéficier. C'est trop grave pour tomber dans ce régime-là. Voilà. Donc, effectivement, à l'issue de l'instruction, on peut bénéficier si on l'accepte uniquement. Alors, c'est un accord préalable à l'accord qu'on va donner par la suite donc au procureur qui nous proposera sa peine, mais on peut bénéficier effectivement de cette nouvelle procédure et cela se fait de plus en plus, même dans des dossiers un petit peu complexes, mais qui finalement, pour des personnes qui reconnaissent parfaitement les faits, permettent de ne pas monopoliser des heures et des heures d'instruction de dossiers devant le tribunal correctionnel et de débats qui, pour le coup, n'ont plus trop d'utilité. Et cela se développe aussi également alors, à l'issue de l'instruction ou même à l'issue de déferment, plutôt que de remettre une convocation pour plus tard. Et dans un souci de célérité encore plus accrue, le procureur, et c'est la dernière nouveauté qui est mise en place de manière très effective à Toulon notamment, c'est ce qu'on appelle donc les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité déferment. C'est-à-dire qu'une fois que la personne sort de garde à vue, elle passe devant le procureur qui immédiatement lui propose cette fameuse CRPC, donc comme je l'indiquais. Et donc ça évite là une autre sorte de poursuite plus rapide, immédiate, mais plus sévère, qui est la comparution immédiate. Et donc la personne a tout intérêt à accepter, puisque la peine est censée être bien évidemment bien plus clémente. Après, elle a la possibilité de refuser et de faire le choix de prendre le risque d'aller en correctionnel et donc en comparution immédiate, pour avoir une peine qu'elle estimerait bien plus clémente que celle proposée par le procureur, même si ce serait contraire donc, au principe même de ce nouveau rouage judiciaire qui est proposé. Il faut bien distinguer, voilà, c'est important, la comparution immédiate de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Exactement, voilà, puisque la comparution... qui engendre une condition d'aveu. C'est ça, la comparution immédiate, c'est une chambre du tribunal correctionnel qui juge immédiatement les personnes qui sortent de garde à vue en fin de déferment, parce qu'il y a une certaine urgence, parce que ce sont des personnes potentiellement dangereuses de par les faits qui leur sont reprochés ou leur casier judiciaire chargé, et qui donc impliquent d'être jugées immédiatement et bien souvent placées sous mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcérées. Pas toujours heureusement, mais ça arrive. Donc, écoutez, merci infiniment pour tous ces éclaircissements. On le rappelle pour nos téléspectateurs, on a pris le temps de rassurer, d'expliquer, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu jargonneux, on peut perdre évidemment les clients pour vous en tant qu'avocat, donc c'est important de prendre ce temps-là. Et on vous remercie de l'avoir pris avec nous sur notre plateau. Maître Émilie Linol Manzo, avocat pénaliste, membre de la commission pénale et membre du Conseil de l'ordre au barreau de Toulon. Merci beaucoup. Merci et maître Caroline Malaga, également avocat pénaliste, membre de la commission pénale et membre du Conseil de l'ordre au barreau de Toulon. On est très heureux de vous avoir eu sur notre plateau. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir reçus. En sandwich entre deux avocats pénalistes. Alors, vous, Mehdi, on vous pose la question. Comment est-ce que vous vous sentez ? Écoutez, là, plutôt bien. Je pense que les spectateurs, c'est leur cas aussi. Mais bon, écoutez, c'est une occasion, c'est important de le dire. C'est aussi une opportunité de pouvoir échanger sur ces sujets-là. J'allais dire autrement qu'à travers une simple restitution d'actualité comme on peut voir dans les médias. De manière plus ludique. Et puis la pierre angulaire, c'est quand même la connaissance des droits pour les gens. Et c'est important pour nous de faire de la pédagogie aussi. Écoutez, nous, on est convaincus. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.